D'accord. Alors, merci d'abord à l'association étudiante de département de sciences des religions de l'UQAM pour cet événement. Merci à ceux et celles qui l'ont organisé. Pourquoi une rencontre dialogique autour de Lionel Groulx? Mais puisqu'on est en sciences des religions, je tiens à souligner qu'on peut aborder Lionel Groulx de plusieurs façons différentes. D'ailleurs, vous allez voir, en faisant une recherche bibliographique, on peut l'aborder sous un jour en sciences politiques, puisqu'on l'associe souvent avec les sources du nationalisme canadien-français, le nationalisme québécois, disons. On peut l'aborder sous un jour littéraire, croyez-le ou non. J'ai fait une conférence d'ailleurs avec professeur Marie-Pierre Luneau de l'Université de Sherbrooke, qui, elle, a publié chez la maison d'édition Fidesz une monographie sur l'aspect littéraire de Lionel Groulx, et pour cause. Le Oxford Dictionary of Canadian Literature cite Lionel Groulx, justement une notice sur Lionel Groulx. Pourquoi? Puisqu'il a publié, il a écrit, dans tous les genres littéraires, des romans, des nouvelles, des contes. Il adorait aussi la poésie. Et il a publié plus que 33 livres, 400 articles dans les revues savantes, et on ne peut pas compter le nombre de recensions. Donc c'était un grand littéraire. Et d'ailleurs, quand on parle de ses romans, au Cap Blomidon, alors qu'il était en résidence dans l'Acadie, il voulait comprendre le peuple acadien. Il a publié un roman qui a fait date et qui a soulevé, lors du premier référendum, beaucoup d'attention médiatique, qui s'appelle « L'appel de la race », qui est devenu un best-seller. Mais je devrais signaler aussi son livre « Les rapaillages » qu'il a publié pendant la Première Guerre mondiale. Alors là, il s'agit de contes. Et on peut aborder Lionel Groulx sous un jour de folkloriste. Quand on parle d'un folkloriste, eh bien le peuple. Or, il était très orienté vers le peuple canadien-français et donc, il voulait beaucoup écrire là-dessus. Donc, il y a ces jours-là. Mais ici, aujourd'hui, on se trouve dans le département de sciences des religions. Donc, on va fixer l'objectif sur Lionel Groulx en sciences des religions. D'ailleurs, j'ai fait le doctorat dans le cadre des sciences des religions. Et gardons en tête que Lionel Groulx, il a fait d'abord un doctorat à Rome en théologie. Deuxièmement, il a fait un doctorat en philosophie, encore à Rome. Donc, toute la charpente de sa pensée, son appareil conceptuel est formé à la base par la religion, spécifiquement par la théologie. Et quand on parle de philosophie, évidemment, à l'époque de sa jeunesse, on parle de la théologie néo-thomiste. Donc, c'est pour cela, j'avais demandé, il y a une semaine, le 17 janvier 2024, on était 8 personnes avec moi, et je leur ai posé quelques questions pour que cette rencontre dialogique se déroule dans un contexte des sciences des religions. Et la première question que j'avais posée aux personnes qui étaient présentes il y a une semaine, comment est-ce que vous définissez la religion? Quelle est votre définition de la religion? Et je vais partager dans cet esprit dialogique, le mot « dia » veut dire en grec « entre », et il faut que j'avoue, ma pensée, mon approche dialogique aux sciences de l'éducation provient d'un critique littéraire soviétique, Mikhail Bakhtin, qui avait publié chez University of Texas Press un ensemble « The Dialogic Imagination ». Or, c'est devenu la semence, et avec cette idée,
de Bakhtin, j'ai élaboré, j'ai développé cette approche dialogique aux sciences de religion et vis-à-vis l'éducation. Donc, je vais vous partager de façon anonyme ce que les personnes ont écrit en réponse à cette question. Pour vous, qu'est-ce que c'est la religion? Une personne a écrit « C'est trop large pour que je puisse fournir une réponse. La définition dépend du contexte de l'enquête. » Entre parenthèses, terme polysémique. Une deuxième personne a écrit « Qu'est-ce que c'est la religion? Je trouve que c'est un besoin pour les gens en difficulté de toutes sortes. La religion étant une façon de contrôler les sociétés. Personnellement, je ne la trouve pas nécessaire. » Une troisième personne qui a répondu leur définition de la religion, religion, un mode de vie, code moral, humain pour les individus, les uns envers les autres, et le mieux vivre ensemble. Une quatrième personne a écrit en réponse à la question « Qu'est-ce que c'est la religion ?» Voici, religion, foi, croyance, tradition, groupe, clergé, pratique, une histoire, transmission. Une quatrième personne a écrit « Définition de religion, système de pensée, de croyance, établi en rituel et raconté en récit pour s'expliquer l'inexpliqué et pour dominer. » Là, j'ajoute un mot de Paul Verlaine, peut-être expliquer l'indicible, comme disait Paul Verlaine dans sa poésie. Alors, une autre personne, religion, religare, relier, lien d'unité entre les humains, point de connexion. Et, en avant-dernier, pour moi, une religion est un ensemble de croyances et de pratiques visant à donner une compréhension commune de la vie, du cosmos et de la place de l'humain à un groupe de personnes. Elle sert donc de socle pour ce groupe et lui permet de donner un sens à leur vie. Et en dernier, la huitième personne, qu'entendez-vous par religion? Une religion est un système de croyances et de pratiques. Cet ensemble suppose une relation entre les fidèles et une ou plusieurs entités transcendantes. Ce faisant, la religion comporte une dimension horizontale, socio-culturelle, mais aussi une dimension verticale, reliant les croyants à des forces qui échappent au domaine du profane. Alors, pourquoi est-ce que j'ai demandé aux 8 personnes présentes de définir la religion? Mais voici, je vous ai parlé de ce premier principe qui me renvoie à Mikhail Bakhtin, mais un deuxième principe opérateur de l'approche dialogique aux sciences de l'éducation, ça je le puise chez le philosophe français Merleau-Ponty qui disait « chaque perception est une interprétation ». Donc je voulais voir comment 8 personnes percevaient la religion et on avait donc 8 interprétations de la religion. Et c'est justement entre ces perceptions, entre ces interprétations que, pour moi, l'éducation, l'apprentissage s'effectue dans ce dialogue entre nous. Donc, ça veut dire que pour moi, l'éducation, et surtout en sciences de l'éducation, ça ne se fait pas en vase clos, ça se fait en communauté. Ça se fait en dialogue. Or, je vous ai partagé les réponses des personnes.
Donc, je vous dévoile maintenant le troisième principe opérateur de l'approche dialogique aux sciences de l'éducation. Le voici. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Alors, qui aimerait poser une question, soit sur la religion et son rapport vis-à-vis Lionel Groulx? On s'est rencontrés il y a déjà plus d'un mois, vous avez donné un texte à lire. Je me souviens bien, Lionel Groulx définissait un petit peu ce que serait pour lui un État souverain ou autonome québécois. Et j'ai eu l'impression que c'était plutôt un État avec un aspect théologique très fort. Donc est-ce que vous confirmez que dans sa vision d'un Québec francophone indépendant, la religion avait une grande place? Et dans ce cas, quelle place il accordait aux religions non catholiques? Donc, je pense notamment même aux catholiques irlandais, aux protestants anglophones, aux juifs anglophones. Dans sa vision d'un Québec futur, quelle place il donnait aux autres religions et aux minorités? Et toujours lié à la religion, c'est un sujet que vous aviez abordé. Est-ce que vous pensez que Lionel Groulx est simplement, dans ses écrits, ses discours, représentatif de l'antijudaïsme chrétien de l'époque, si on le remet dans le contexte, ou est-ce que d'après vous, il a basculé plus vers un discours antisémite, influencé peut-être par Maurras et la culture française? Alors là, il y a beaucoup de questions. On va tenter, c'est comme une pâtisserie millefeuille, une couche après l'autre. Alors, je vous invite même à fermer vos yeux et vous mettre dans le monde de Lionel Groulx. Il est né le 13 janvier 1878. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone, et encore moins avait-il l'Internet, la toile, les ordis. Alors, il faut se situer à l'époque victorienne. Pendant les premiers 25 ans presque de sa vie, Victoria était l'impératrice de l'Empire britannique. Or, quand on situe Lionel Groulx dans ce contexte-là, on peut mieux cerner de quoi il s'agit. Et, comme disait Fernand Braudel, l'historien français, je crois qu'il nous incombe de se mettre dans cette histoire de mentalité. Quelle était la mentalité de Lionel Groulx là, en 1878 et dans les années qui ont formé son enfance, sa jeunesse et en tant que jeune adulte? Et puisqu'on est en sciences des religions, il faut poser des balises. Et je mentionnais tout à l'heure un folkloriste, Lionel Groulx comme folkloriste, et ça c'est très très important comme thématique chez lui. Et pour moi, en tant qu'Américain, voire Texan, il y a un parallèle très intéressant si vous vouliez faire une étude comparative, croyez-le ou non, avec Carl Sandburg. Carl Sandburg est né le 6 janvier 1878 et il est mort le 22 juillet 1967. Donc, il est né à quelques jours de Lionel Groulx et il est mort à moins de 2 mois de Lionel Groulx. Or, Carl Sandburg, c'est une sommité littéraire qui, lui, puisait qu'est-ce que c'est le peuple américain. Mais un grand littéraire qui, d'ailleurs, a gagné 3 prix Pulitzer. Rien de moins. Et il était un des experts les plus reconnus sur Abraham Lincoln. Il voulait puiser dans l'éthos. Quel était l'éthos du peuple américain? Donc, l'enquête de Lionel Groulx, c'est de cerner l'éthos du peuple canadien-français. Donc, quand on parle du cadre, de la mentalité de Lionel Groulx, qu'est-ce qui informe? Et une partie de mes recherches, et d'ailleurs, pour répondre à votre question, en tout temps, chaque fois, peu importe à qui Lionel Groulx s'adressait, vous savez comment il a signé? Lionel Groulx, prêtre. Il n'a jamais oublié qu'avant tout, il était prêtre. C'était la pierre de touche de son identité. Donc, quand on parle de la charpente de sa pensée,
Mais regardons ce qui se passe dans le catholicisme. Il est né en 1878 et une partie de mes recherches, c'était justement, mais quels étaient les livres, des manuels de théologie qu'il avait étudiés? Quels étaient les catéchismes qu'il avait étudiés? Et ça, c'était très, très important. Et quand je parle de sa signature, vous savez que Lionel Groulx a un des plus grands corpus épistoliers dans l'histoire du Canada. Rien de moins. On a projeté, publié 40 volumes uniquement de sa correspondance. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. La correspondance se faisait par lettres. Donc, il avait pris cette discipline épistolière et ces lettres sont tellement révélatrices. Et moi, j'ai pris 10 ans pour aller à travers systématiquement la correspondance de Lionel Groulx, mais à la fin de chaque lettre qui s'adressait à Henri Bourassa, qui s'adressait à René Lévesque, qui s'adressait à Claude Ryan, peu importe à qui il s'adressait, il signait toujours Lionel Groulx, prêtre. C'est donc la pierre angulaire de son identité. Et quand on parle du catholicisme de son époque, eh bien, il est né à la suite de quoi dans l'histoire du catholicisme? Il est né dans tout ce qui a suivi Vatican I. Donc, Pie IX, la doctrine de l'infaillibilité du pape, ce n'est pas pour rien que Lionel Groulx va lire. Vraiment, c'est un lecteur omnivore, il lisait constamment, et une partie de mes recherches, c'est de passer à travers ces lectures, et si quelqu'un veut faire une maîtrise, une thèse de doctorat sur Lionel Groulx, on pourrait le faire uniquement basé sur les marginalia, ce qu'il écrivait en dialogue avec chaque livre qu'il lisait. Souvent, il y avait des pages et des pages de notes. Alors, c'est incroyable. Eh bien, qui est-ce qu'il lisait? Félix Dupanloup, l'ultramontanisme français. Qui est-ce qu'il lisait? Eh bien, Louis Veuillot. Alors, encore dans l'ultramontanisme, dans toute cette mentalité post-Vatican I, donc l'Immaculée Conception, c'est encore le pape Pie IX, et cette pensée Vatican I et la suite, cette pensée réactionnaire chez les catholiques. Ça, c'est très important. Or, je tiens à faire une nuance dans votre question. Vous parlez de... Et il faut dire que Lionel Groulx était pendant presque une décennie, il était le rédacteur en chef d'une des revues les plus importantes dans l'histoire du Canada français, parce qu'on ne disait pas le Québec jusqu'à la Révolution tranquille dans les années 1960. Donc, il était rédacteur d'une revue qui s'intitulait L'Action française. Alors, on se rapportait à faire le lien avec Charles Maurras. Or, il n'en est rien. Certes, il a emprunté pour faire chic le titre L'Action française, mais c'était complet. La différence géopolitique entre le Canada français et la France des années 20, c'est deux univers bien différents. Et d'ailleurs, un de ses lecteurs, une personne qui lisait constamment, c'était nul autre que Jacques Maritain, philosophe. Et Jacques Maritain a dénoncé l'Action française parce qu'il s'est rendu compte que Charles Maurras se servait de la religion, du catholicisme. Il a instrumentalisé le catholicisme pour des fins politiques. Or, il y a eu la condamnation de l'Action française de Charles Maurras pour être clair et net, pour prendre ses distances complètement. Groulx a changé le nom de la revue dont il était rédacteur en chef et il a changé en l'Action canadienne française. Or, si vous lisiez, comme j'ai lu, il y a plusieurs tomes, d'ailleurs vous pourriez les consulter à la Bibliothèque nationale, dans les archives nationales. Moi, je suis passé à travers
les volumes, les tomes de l'Action française, vous allez voir que le contenu est aux antipodes. Donc il importe, à l'époque, et là malheureusement je dois citer celui qui risque de redevenir président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump et son équipe parlaient constamment des fausses nouvelles ou des faits alternatifs. Mais je vous dis, dans le cas de Lee Nelgrou, la rigueur s'impose. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 revues qui s'appellent l'Action française que la substance est la même. Il nous importe de lire attentivement quel était le contenu. Ceci dit, il y avait chez Lee Nelgrou une tendance de associer l'action. Il y avait d'abord, et là il faudrait que je pose d'autres balises. Or, quelle est la mentalité, les points de repère de Lee Nelgrou? Eh bien, on pourrait les citer avec 2 encycliques. D'abord, en 1879, l'encyclique Aeterni Patris, qui est en fait Léon XIII couronné le thomisme comme la pensée, la théologie, la doctrine, l'enseignement à suivre. C'était la consécration de Thomas Aquin. Donc Grou était versé dans la pensée thomiste. Et d'ailleurs, quand il a fait le premier doctorat en théologie et ensuite le deuxième doctorat en philosophie, évidemment, il s'agissait de la philosophie thomiste suite à Aeterni Patris. Et ensuite, vous avez en 1891 un autre encyclique qui est très important pour Lee Nelgrou, Rerum Novarum, qui est là, qui est le mandat en quelque sorte du catholicisme social, d'où des mouvements importants, entre autres l'Action catholique. Comment pourrait-on faire des laïcs des militants de l'Église catholique? Parce qu'évidemment, il y a une distinction claire et nette entre le clergé et les laïcs. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'une action, d'une implication, d'un engagement des laïcs. Au contraire, on va créer. Et l'encyclique Rerum Novarum, c'est en fait la réponse de Léon XIII au syndicalisme, aux besoins du prolétariat, des travailleurs. C'était comment répondre à la question sociale. Une troisième date qui est impérative pour comprendre la mentalité de Lee Nelgrou, eh bien, c'est le 11 février 1929 que là, l'Église catholique, avec le pape à ce moment-ci, c'est le pape Pie XI, a conclu une entente qu'on appelle les accords du Latran. Et c'était donc confirmer le catholicisme comme la religion de l'État du royaume d'Italie, et qui était le représentant du royaume de l'Italie le 11 février 1929. Eh bien, c'était le chef du Conseil des ministres, nul autre que Benito Mussolini. Or, puisque le Vatican a conclu cette entente, Grou se situe dans ce cas, dans ce contexte. Et il n'est pas à l'extrême, il est au centre même du catholicisme de l'époque. Maintenant, quand on parle de judaïsme, là, avant de répondre à cette question, je crois qu'il faudrait que je partage avec vous ce que les gens ont écrit sur l'antisémitisme. Mais peut-être avant d'aller sur l'antisémitisme, avez-vous des questions sur ce que je viens de dire quant au contexte, quant au le cadre conceptuel de Lee Nelgrou? J'en ai une. Qu'est-ce qu'on entend par ultramontanisme? D'accord, merci pour la question. Ultramontanisme, c'est un mouvement en réaction avec les révolutions qui ont lieu en Europe. D'abord, évidemment, la Révolution française. Et donc,
Et vous avez là des penseurs, et il faut dire, dans le cas de Charles Maurras, de l'Action française en France, Charles Maurras, il veut un retour à la monarchie. Or, c'est un espace géopolitique, mais complètement différent que l'Action française au Canada français. On ne peut pas les comparer. Mais Charles Maurras, donc, il veut un retour. Et il faut dire aussi que suite à la Révolution française, il a eu une réaction. Il y a eu des réactionnaires. Donc, Louis Veuillot, que j'ai mentionné tout à l'heure, Félix Dupanloup, qui était un évêque ultramontaniste. Ultramontaine veut dire au-delà des montagnes. Les montagnes en question, ce sont les Alpes. Donc, c'est Rome, le Vatican, le siège du pape, et le regard au-delà. Et gardons en tête que Pie IX a débuté comme un pape libéral jusqu'à ce qu'il y ait des révolutions en Italie, ce qu'on appelle nous l'Italie. L'Italie comme pays n'existait pas à l'époque. Et après ces révolutions, ces guerres, avec Garibaldi et d'autres, il s'estimait prisonnier du Vatican et il ne quittait plus jamais le Vatican. Et d'ailleurs, d'où l'importance des accords du Latran. Là, finalement, un pape plus loin, Léon XIII, a fait la paix avec l'État de l'Italie pour pouvoir quitter le Vatican. Or, il y a eu des penseurs qui eux, disaient comment refaire la société, comment refaire la chrétienté. Entre autres, Joseph de Maistre. Et je vous le conseille. Joseph de Maistre, c'était quelqu'un que lisait couramment Lionel Groulx. Louis Bonald. Donc, il y avait beaucoup de lectures dans cet esprit ultramontaine. Mais là, on est loin de... Autre question, autre précision sur ce que je viens de dire. Ah, c'est gentil, merci. J'ai une sous-question. D'accord, allez-y. Pensée thomiste, est-ce que ça a rapport avec l'ultramontanisme? Mais la pensée thomiste fait référence à saint Thomas d'Aquin, consacré par l'encyclique Aeterni Patris. Et je crois qu'il importe, vous savez, le thomisme, c'est un univers de pensée. Et on puisait dans le thomisme pour articuler une pensée. Le Thomas d'Aquin, c'est une pensée humaniste. Je ne dirais pas humaniste, parce que Thomas d'Aquin était de l'époque médiévale. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, les deux écrits les plus importants de Thomas Aquin, Summa Theologica, Summa contra Gentiles, croyez-le ou non, vous savez comment Thomas Aquin a découvert cette pensée, a articulé tout un système de pensée vis-à-vis les gentiles, ça veut dire les non-croyants, les gentils, par les Arabes. Parce qu'eux avaient conservé la pensée d'Aristote. Or, au fond, le thomisme, c'est sacraliser, christianiser la pensée d'Aristote et se servir pour justifier le catholicisme. Merci. Autre question. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Mais je garde en tête celle sur l'antisémitisme. C'est certain qu'on y arrive. Mais qu'est-ce qui a fait que, il y a quelques années, peut-être dans un autre cycle, que Lionel Groulx a commencé à descendre dans la mentalité des gens, qu'on commence à critiquer. Non, je ressens ce que vous dites et je l'ai vécu. Et là, je vous ai fait référence à Carl Sandburg. Carl Sandburg, quand il est mort, 2 mois après le décès de Lionel Groulx,
nul autre que le président des États-Unis, Lyndon Baines Johnson, a annoncé haut et fort que Carl Sandburg n'était pas seulement la voix des États-Unis, il était l'Amérique. Groulx était la même chose pendant des décennies, au point tel qu'à son décès, on lui a voué des funérailles d'État. Imaginez-vous, un simple prêtre, puisqu'il n'est jamais monté dans l'hiérarchie ecclésiastique, et pour cause, puisqu'il s'impliquait dans toutes sortes de questions. Comment? Chanoine, c'est un titre honoraire. Et ce n'était pas l'évêque de Montréal de l'époque, Charbonneau, qu'on a chassé. On dit sous les ordres de Maurice Duplessis. Or, quand j'ai débuté mes recherches, mon travail sur Lionel Groulx, les gens ne savaient même pas qui c'était, à part une station de métro. On ne se souciait nullement de Lionel Groulx. C'était... Mais lors du deuxième référendum, là, on cherchait la bête noire. Qui est à l'origine, à la source du mouvement nationaliste? Et quand vous avez publié 33 livres, 400 articles dans des revues savantes et un nombre infini de recensions, eh bien, vous avez un corpus énorme et là, on a instrumentalisé Lionel Groulx pour justement contrecarrer le mouvement souverainiste. Et là, je tiens à faire quelques précisions. Ça a commencé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un historien, Mason Wade. Mason Wade avait publié, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un livre, L'histoire des Canadiens français. Or, dans ce livre-là, il prétend que Lionel Groulx, comme les nazis, parce qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, on cherche les nazis à la porte. Eh bien, à la porte des États-Unis, il y a Lionel Groulx. Donc, il voulait faire des associations entre les nazis, les fascistes et Lionel Groulx. Et dans ma thèse doctorale, vous allez avoir des pages et des pages et des pages pour démontrer à quel point Mason Wade a instrumentalisé Lionel Groulx pour justement que ce soit de l'actualité. Les nazis sont au seuil. Ils sont entre la frontière de New York, parce qu'il enseignait à New York, entre New York et le Québec. Or, lors du deuxième référendum, ici au Québec, on a fait la même chose. On a cité Mason Wade sans faire des vérifications, mais vraiment sans faire des recherches fouillées. On a pris des suppositions et on s'en est servi. Il est devenu donc la cible par excellence pour contrecarrer, pour miner, pour en fait faire une association affreuse entre le nationalisme du Québec et le référendum. Alors, ça c'est très très important à souligner. Et si je peux, en rapport à cette question, par rapport à ce que vous dites aujourd'hui pour les jeunes, beaucoup de gens, Lionel Groulx et une station de métro. Ouais. Une rue aussi. Et une rue, voilà. Ah, et en collège, là où il a fait oui, allez-y. Plus sérieusement, est-ce qu'aujourd'hui la pensée de Lionel Groulx est encore étudiée et surtout est-ce qu'elle inspire des mouvements politiques, notamment les mouvements souverainistes ou nationalistes québécois, ou est-ce que ce qu'il a pu écrire, sa pensée, ses réflexions sont mis de côté? Bonne question. Où on a tourné la page et plus personne n'ose ou n'a étudié Lionel Groulx et ne s'y référence. Non, bonne question. D'abord, dans un premier temps, pour mieux comprendre le mouvement nationaliste, moi-même, j'ai fait des ateliers dialogiques avec les premiers ministres du Québec, avec, entre autres, le docteur Jacques Parizeau. Et
après l'atelier d'idéologique avec Dr Jacques Parizeau, on a dîné ensemble. Et là, il m'a dit une chose pour répondre à votre question. Lionel Groulx me fait vomir. Voilà. Donc, la Révolution tranquille, c'est la ligne de démarcation dans le mouvement nationaliste. Parce que là, on voulait se séparer de la source religieuse catholique qu'on estimait, mais là c'est très vieillot ça, c'est dépassé. Nous, notre nationalisme est moderne. Oui, M. Boursicot. J'ai une question sur, parce que dans les lectures rapides que j'ai faites, il y avait tout un débat autour de la providence, le fait que le Québec était, est-ce que c'était un cadeau de Dieu, et si c'était un cadeau, pourquoi est-ce qu'il avait perdu contre Angleterre? Et en fait, moi, bon, je me dirige, dans ce débat, moi, tout ce que j'ai vu, c'est l'espèce de d'une justification, une invisibilisation totale du débat sur la colonisation, sur les impacts du colonialisme, et il n'y a aucune trace de pensée de ce que le peuple serait avec les peuples autochtones. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a, bon, je n'ai pas lu donc est-ce qu'il y avait une pensée sur ce sujet, mais comment est-ce qu'il pensait cette question? Bon, excellente question. Je vous avais dit qu'il a fait son premier doctorat en théologie. D'où l'importance, son historiographie est foncièrement théologique. Il croit à la providence. Il croit de façon téléologique, on a un but divin à atteindre. Et il interprète l'histoire du Canada français, d'abord de la Nouvelle-France. Il était expert dans la Nouvelle-France en passant. C'était quelqu'un qui était dans les archives, mais constamment. Les archives à Québec, les archives à Montréal, les archives à Ottawa, les archives à Londres et les archives à Paris. Il faisait constamment la navette et il faisait ses recherches dans les archives. Parce qu'il voulait étoffer, il voulait que ce soit fondé sur les faits, sur les documents, sur les archives. Mais quel était le principe opérateur? C'était une histoire providentielle. D'où, et c'est là, on peut regarder Lionel Groulx, comme je mentionnais Merleau-Ponty, chaque perception est une interprétation. Lionel Groulx, en fait, il a fait théologie, il a fait philosophie, il a fait histoire, historiographie. Eh bien, Lionel Groulx est ce qu'on appelle maintenant, il était avant le mot transdisciplinaire. De sorte que le fondement même de son historiographie, c'est la théologie catholique post-Vatican I, et deuxièmement, c'est la philosophie thomiste. Or, vous allez certes regarder l'histoire sous un tout autre jour, si c'est ça le principe opérateur. Oui, il a fait tous les travaux et il a pu prouver ce qu'il a publié. C'était vraiment un bourreau de travail. Hein? Il ne lâchait jamais. Maintenant, vis-à-vis les Premières Nations, il faut garder en tête une des publications les plus importantes de Lionel Groulx. Il a publié en 1962. Donc, c'était 5 ans avant son décès. Et c'est un livre de 400 pages. Vraiment, il a fait des recherches incroyables. Et j'ai parlé avec son secrétaire. Elle, je la connaissais, puisqu'elle a vécu encore plus longtemps que Lionel Groulx, qui lui, il a longtemps vécu, mais sa secrétaire encore plus longtemps, donc je la connaissais personnellement. Pourquoi est-ce qu'il publie en 1962 ce livre, ce pavé en fait? En 1962, on est en pleine révolution tranquille. Et Lionel Groulx voulait répondre à la critique que son nationalisme, c'était en repli, c'était fermé sur le monde. À quoi il a répondu avec une somme, mais dans le sens théologique. Et cette somme s'intitule « Le Canada français missionnaire ». Ça veut tout dire. Or, pourquoi est-ce qu'il a publié ce livre-là? Pour montrer
qu'au contraire des critiques de la Révolution tranquille, le Québec, le Canada français, parce qu'il appelle le Canada français, était grand ouvert. Là, il fait l'histoire des sociétés de mission, des missionnaires, des sœurs au Japon, en Afrique, dans le Grand Nord, dans l'Arctique, chez les Inuits, ainsi de suite. Parce qu'il voulait montrer, on n'est pas fermé sur soi. Au contraire, on s'épanouit par les missions. Ce qui veut dire que les Premières Nations, ce sont des objets à convertir. Voilà. Sa relation est une de les évangéliser, de les convertir. Et vous aviez une question. Je ne sais pas si vous voulez la poser en premier. C'est ça. On commence à comprendre sa pensée. Vous avez mentionné plusieurs fois l'instrumentalisation de ce personnage québécois, en fait canadien-français plutôt que québécois. Sa pensée, pourriez-vous la définir? Oui. Et si je peux compléter la question, est-ce qu'aujourd'hui la pensée de Lionel Groulx telle que vous allez la définir, est-ce que vous pensez qu'elle peut être encore opérationnelle par rapport au mouvement politique d'aujourd'hui? On ne peut pas passer outre Lionel Groulx pour comprendre le passage du Canada français vers le Québec moderne, sinon postmoderne. Donc là, je dois, parce que vous soulevez beaucoup d'enjeux et c'est merveilleux, de la discussion jaillit la lumière, c'est un véritable débat d'idées, et c'est ce qu'on veut. Eh bien, Lionel Groulx avait beaucoup de disciples historiographiques, et non les moindres. Il y avait Guy Frégon, qui est devenu d'ailleurs le sous-ministre de la Culture lors de la Révolution tranquille. Il y avait Michel Brunet, qui était spécialiste dans l'histoire économique. Or, Michel Brunet, comment est-ce qu'il traitait Lionel Groulx? Il a désavoué complètement ce qu'il a appelé le messianisme de Lionel Groulx. Vous ne faites pas de l'histoire, vous documentez votre messianisme. Ça, c'est très important. Donc, les disciples étaient parmi ces critiques les plus acharnés. Donc, il y avait également Jean-Pierre Wallot, qui était professeur à l'Université de Montréal, que j'ai rencontré de son vivant. Jean-Pierre Wallot, à mon humble avis, c'est quelqu'un qui ça vaut la peine de le lire. Jean-Pierre Wallot parlait de l'énigme de Lionel Groulx, parce qu'il y avait tellement de facettes. C'était un être complexe. Et c'était un être qui ne cessait de travailler jusqu'à son dernier souffle, et de publier et de faire des recherches. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons, plusieurs perspectives pour percevoir Lionel Groulx. Il y a une autre perspective. Gérard Bouchard, si vous le connaissez. Gérard Bouchard a publié un livre qui s'intitule « Les deux chanoines ». Comment expliquer cette ironie? Lionel Groulx, il est tellement vieux, mais il est tellement actuel. Et en réponse à votre question, eh bien, là, c'est donc dire que pour Gérard Bouchard, il regarde Lionel Groulx sous un jour de l'histoire sociale, parce que c'est sa spécialité. Donc, il nous importe de bien regarder ça. Je veux revenir à Le Canada français missionnaire, publié en 1962. En fait, Lionel Groulx, là, donne suite à un livre qui était publié, croyez-le ou non, par Henri Bourassa, fondateur du Devoir. Lors de la Première Guerre mondiale, Henri Bourassa a publié un livre, un tout petit livre, qui s'intitule « Le Canada apostolique ». Or, figurez-vous que ce livre ouvre avec des citations de l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, dans lequel les chrétiens ne peuvent pas faire la guerre. Les chrétiens sont tenus à rester pacivistes. Ça, c'est très, très important. Vous savez que lors de l'Église ancienne, les chrétiens ne pouvaient pas être soldats.
qu'est-ce qui se passait pendant la Première Guerre mondiale au Canada? La crise de la conscription qui a scindé le Canada français du reste du Canada. Et ça, c'est primordial de comprendre que Henri Bourassa, tout comme Lionel Groulx, étaient des pacifistes chrétiens. Ce n'était pas parce qu'ils étaient nationalistes, c'était parce qu'ils étaient chrétiens foncièrement. Les chrétiens ne peuvent pas faire la guerre. Ça, c'est critique à comprendre. Or, je vous réfère à un livre publié chez University of Toronto Press, Thomas Socknott, L'histoire du pacifisme au Canada. Et qu'est-ce qu'il fait dans le premier chapitre? Oh, on peut écarter Henri Bourassa, on peut écarter Lionel Groulx, on les écarte parce que ce sont des nationalistes. Il n'a jamais compris que c'était sur des bases religieuses qu'eux ont refusé la conscription. Tout comme les Mennonites de la même époque, sur des bases religieuses, ont refusé la conscription, tout comme les témoins de Jéhovah, comme on les appelle, en fait c'est la Société de la Tour, qui est les titres, tout comme eux ont refusé de faire la guerre sur des bases religieuses et qui ont payé pour. Donc ça c'est essentiel à comprendre, le fondement religieux de son pacifisme, un point tel. Il avait un meilleur ami. Pendant des décennies, ils étaient des amis. Et cet ami est devenu le premier évêque à Gravelbourg, en Saskatchewan. Eh bien, cet ami ensuite était rapatrié par Rome et est devenu l'évêque de Québec et ensuite l'archevêque de Québec et ensuite le cardinal. Et je parle de Rodrigue Villeneuve. Rodrigue Villeneuve était le chef de l'Église catholique au Canada français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Rodrigue Villeneuve, et je lisais leur correspondance, il envoyait des lettres d'Europe en 1939, il dit la guerre va éclater, c'est évident. Et c'est combien juteux lire de telles lettres. Hein? Et Rodrigue Villeneuve, le gouvernement fédéral le supplie de contourner la crise de conscription de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait une autre crise de conscription. Les Canadiens français ne voulaient pas nécessairement aller devenir soldats. Et le gouvernement a convaincu le cardinal Villeneuve de soutenir la cause de la guerre, en point tel que le cardinal s'est mis dans un char blindé avec tout son appareil liturgique. Et quand Lionel Groulx a vu cette photo, c'était la fin de la relation. Parce qu'il avait militarisé le clergé, il avait militarisé le catholicisme. Et pour lui, c'était complètement inacceptable. J'avais quelque chose Je vais terminer vis-à-vis le pacifisme. Ce courant, là vous avez un autre sujet de thèse, vraiment. Je vous encourage. Les racines religieuses du pacifisme au Canada français et dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la jeunesse de Lionel Groulx qui l'a rendu pacifiste? Et ça va répondre un petit peu ses relations vis-à-vis d'autres peuples. Vous savez ce qui s'est passé en 1900 jusqu'en 1902, en fait 1899 jusqu'en 1902, une petite guerre dans le sud de l'Afrique qui s'appelait la guerre des Boers. Quand Groulx était tout jeune, il dit, puis vous pouvez voir des monuments tout près du Métropile, des monuments qu'on a achetés pour glorifier les volontaires, les soldats du Canada qui se sont rendus jusqu'en Afrique du Sud pour combattre les méchants Boers. Eh bien, les Boers
c'était une minorité qui se trouvait dans l'Empire britannique et Cecil Rhodes venait de découvrir de l'or et des diamants. Donc il fallait chasser les Boers et il fallait intégrer toute l'Afrique du Sud, la guerre du Transvaal. Et d'ailleurs, Winston Churchill était soldat et prisonnier. Et c'était les premiers camps de concentration n'étaient pas allemands, étaient britanniques en Afrique du Sud lors de la guerre des Boers. Or, Grou s'est dit, mais comment se fait-il que cet empire britannique tente de nous convaincre, nous, une minorité, de nous rendre à l'autre bout du monde pour tuer une autre minorité? Et qui plus est, les Boers n'étaient nullement francophones. Les Boers étaient hollandais d'origine et calvinistes, des protestants. Mais ils disaient, puisqu'ils sont minoritaires, même s'ils sont protestants et calvinistes et hollandais ou flamands, nous, on n'a pas le droit d'aller les tuer. On ne peut pas. Et pourquoi est-ce que je fais ce parallèle? Parce que la guerre des Boers a eu le même impact sur la génération de Lionel Groulx qu'a eu la guerre au Vietnam sur ma génération. Plus jamais la guerre. Et c'est ce qui l'a convaincu de rester pacifiste, parce qu'il voyait que l'impérialisme se servait des minorités de l'Empire et les jetait les uns contre les autres pour s'entretuer. Pour les fins, non de ces minorités, mais pour les fins impérialistes, économiques, diamants, or, et Cecil Rhodes, qui lui, quand il a fait fortune, eh bien, il fait un don à Oxford University, d'où les bourses Rhodes, qui continuent encore aujourd'hui, parce qu'il avait tellement donné de ce qu'il avait réalisé comme profit. Or, je me permets, je dois prendre encore de l'eau. La carte rose, vous connaissez? La carte rose? Non, j'avoue que non, monsieur. Cecil Rhodes, Ah, si, la carte Rhodes. Ah, pardon. qu'il a imaginé la ligne de Trump, Ah, de Johannesburg au Caire. du Caire, Ah oui, toute l'Afrique, on va l'exploiter pour l'Empire britannique. Ça, c'est d'autant... définir tout simplement en rêve pour que ça, c'est un... Oui. Donc, cette vision impérialiste, il faut se rendre compte que Groulx est né quand l'impérialisme britannique était à son apogée, au zénith de l'impérialisme britannique. Et ça, c'est la base même de sa pensée. Or, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a plusieurs pistes différentes. Donc, pour Groulx, la question du nationalisme, c'est une question des droits des minorités. Étrangement, et les minorités ne sont pas nécessairement gentilles envers d'autres minorités. Mais par rapport à ça, au niveau des terminologies entre nationalisme, indépendantisme, séparatisme, je crois qu'à l'époque, ils utilisaient la terminologie patriotisme, et ce qui est très différent Tout à fait. de nationalisme. Tout à fait. Séparatisme. Je ne crois pas qu'ils utilisaient la terminologie séparatiste en... Oh non, nullement, nullement. Le patriotisme inclut tout le monde, selon ma perception à moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. D'ailleurs, Alors, c'est très important, on- ça, de jouer sur les mots. Entre, ce que j'ai... Ce matin, je me suis replongé dans Lionel Groulx, que je connais très peu, mais je veux dire, il parle clairement de patriotisme et d'inclure toutes les minorités, tous les gens qui sont sur le terrain, quoi. Comment on pourrait définir ça? mais vous avez entièrement raison de dire qu'il parlait en termes du patriotisme. D'ailleurs, croyez-le ou non, il y avait
le bréviaire du patriote et le catéchisme du patriote. Fascinant sous l'étude littéraire de ce qu'on faisait. Mais là, il y a beaucoup de pistes qu'on a soulevées. Et monsieur, vous aviez une question et vous avez cédé la parole. J'ai peur que ce soit une piste supplémentaire, peut-être. Allez-y. C'est une question qui appelle certainement à une réponse négative, mais je me permets de vous la poser dans la mesure où ça peut contribuer à la réflexion et au point que vous avez exposé par rapport aux fausses nouvelles, entre guillemets. À l'époque qui nous intéresse, période des années 20, des années 30, alors je crois que l'Action française est condamnée par la papauté en 1927, sauf erreur, oui. À la fin des années 1920. C'est aussi une époque où il y a des mouvements d'inspiration fasciste aux États-Unis, mais au Canada également, au Québec en particulier. Il y a le mouvement arcandiste, par exemple. Alors c'est ce point qui va sans doute appeler une réponse négative. Je voudrais vous demander s'il y avait des rapports entre Lionel Groulx et ce type de mouvement, par exemple. Pas du tout. Ben voilà. Pas du tout. Merci d'avoir soulevé la question. Je crois qu'il y a bien des choses qu'il nous faudrait soulever. Comment s'y prendre? Alors, vous savez, dans les années 20, dans l'Action française, dont il était rédacteur en chef, et je tiens à souligner, par peur d'être condamné par le clergé, il est devenu rédacteur d'une autre revue qui continue toujours. Et cette revue s'intitule l'Action nationale. Donc c'était lui le fondateur de l'Action nationale et on publie toujours l'Action nationale. Donc là où, à mon humble avis, il a fait erreur, c'est qu'il y avait l'Action catholique. Mais ensuite, l'Action nationale. Et il avait tendance à fusionner l'Action catholique et l'Action nationale. Et ensuite, il y avait l'Action politique. Or, je sais très bien, parce que je lisais la correspondance entre les deux, qui est un des fondateurs de la sociologie au Canada français, au Québec. C'est un dominicain du nom de Georges-Henri Lévesque, fondateur de l'école sociologique d'ailleurs à l'Université Laval. Eh bien, le jeune dominicain Georges-Henri Lévesque veut publier une critique de l'Action catholique quand elle verse dans l'Action nationale, pour ne pas dire nationaliste. J'ai lu les lettres que les deux ont échangées et j'ai bien vu que Lionel Groulx avait menti. Il avait dit qu'il ne pouvait pas corriger, que le numéro était déjà parti, mais ce n'était pas le cas. Il aurait pu publier l'article de Georges-Henri Lévesque, mais c'est lui qui l'a supprimé en tant que rédacteur en chef, parce qu'il ne voulait pas qu'un jeune le critique sous ce jour-là. C'est un point, comment dirais-je, fer de lance. Le fer de lance, à mon avis, chez Lionel Groulx, c'est comment faire la part des choses entre l'Action catholique, l'Action nationale et l'Action politique. Et c'est là où il faut vraiment pousser et la critique et l'analyse de Lionel Groulx, à mon avis. Maintenant, c'est tellement de choses qui m'arrivent en dialoguant avec vous. Oh zut! Et le temps passe. Alors, dans les années 20, alors qu'il était rédacteur en chef de l'Action catholique, qu'est-ce qu'il publiait constamment? Il publiait des articles contre la société de la consommation. Parce que les années 20, c'était les années folles. Or, bien avant qu'on parle de la consommation, de la société de la consommation, il en fait la critique. Il dit à quoi bon la communauté canadienne-française si elle n'existe pas que pour consommer. La condition humaine, on ne peut pas la réduire à la consommation. Et il est resté fidèle à cette pensée, cette critique de la société de la consommation, parce qu'il a publié en pleine
Révolution tranquille en 1964, donc on est 3 ans avant son décès, il a publié un livre qu'il faut absolument consulter, et c'est Chemins de l'avenir. Et là, il jette un défi, il lance un défi à son peuple, si vous voulez. Il les appelait son petit peuple, parce que lui, il mesurait 4 pieds 11 pouces, donc il s'identifiait beaucoup avec ce qui est petit. Ah oui, bien sûr, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ah, c'est ma voix qui porte. Eh bien, dans ce livre-là, il dit, vous pensez faire évoluer, vous allez progresser, vous allez développer comme peuple, mais si vous échangez votre foi pour le signe du dollar, ça vaut quoi ça? Et il disait carrément, vous risquez de devenir des Américains dont la seule différence, c'est la langue. Or là, vous n'aurez pas la substance critique nécessaire pour survivre. Parce que ce n'est pas la langue à elle seule qui va vous sauver comme peuple, comme nation, comme communauté. Ça, c'est une critique très, très... Parce qu'il pensait en termes de la masse critique culturelle nécessaire pour la survie du Canada français, voire du Québec. Maintenant, pourquoi est-ce que je mentionne cela? À cause d'un théologien, philosophe allemand, américain, du nom de Paul Tillich. Paul Tillich a publié un essai, une monographie qui s'intitule « La théologie de la culture ». Il a publié en 1959. Or, quel est un des premiers principes de ce livre? Eh bien, je vais vous citer. La religion est la substance de la culture est la forme de la religion. Donc, aux yeux de Lionel Groulx, tout comme chez Tillich, si la religion, le catholicisme, est la source même de la culture canadienne, française et québécoise. Si vous prenez vos distances, si vous jetez par-dessus les bords, et c'est ce qu'on faisait pendant la Révolution tranquille, si vous rejetez le catholicisme, qu'est-ce que vous allez avoir comme substance culturelle? Auriez-vous la masse critique culturelle nécessaire? C'était le défi qu'il a lancé. Maintenant, parce que le temps passe, je veux proposer un équilibre quand on regarde Lionel Groulx, surtout puisqu'on est dans le département de sciences des religions. Il faut regarder en termes les legs de Lionel Groulx, intellectuels, académiques, voire érudits. Qui a fondé la revue d'histoire de l'Amérique française? C'était nul autre que Lionel Groulx, une des revues savantes les plus importantes dans tout le Canada et à l'échelle internationale. Parce que c'est lui qui a fondé également la Société de l'histoire de l'Amérique française. Donc, on ne peut pas minimiser il est un fondateur intellectuel, tout comme l'était dans leur discipline. Pensons à Émile Durkheim, qui, sur la base religieuse, devient une personne très importante en sociologie, sinon en anthropologie. On est dans cette génération des fondateurs de disciplines au Canada français, voire au Québec. Il est un des fondateurs. Et c'est absolument nécessaire de garder cela en tête. Là, on n'a pas traité la question de l'antisémitisme, donc d'abord, je vais partager avec vous ce que les 8 personnes ont écrit quand je leur ai posé la question « Qu'est-ce que c'est l'antisémitisme selon vous ?»
Voici une personne. C'est la haine des Juifs. Antisémitisme, c'est une pensée extrême pour démontrer son opposition contre les Juifs, laquelle peut aller jusqu'à la violence. Aussi, une façon, je pense, de penser que l'une religion est supérieure à une autre, une forme extrême d'empêcher les autres de vivre leur religion. Ensuite, une troisième personne, antisémitisme. Ce qui me vient à l'esprit de prime abord, c'est la haine de tout ce qui touche de près ou de loin au peuple juif. Depuis la nuit des temps, c'est certainement beaucoup plus que cela. Je ne saurais l'exprimer autrement, n'étant ni bibliciste ni exégète. Une autre personne, antisémitisme, différent de l'antijudaïsme chrétien, approche ou vision raciste du judaïsme, volonté de mettre à part les Juifs, de les stigmatiser, refus de la différence, négation de ce qu'est le judaïsme, ses valeurs, son histoire, volonté de détruire, d'éradiquer le peuple juif. Souvent, l'approche complotiste, juifs, banquiers, riches, gouvernent le monde, judéo-bolchevisme, c'est un discours raciste et xénophobe, se cache parfois dans le discours contre l'État d'Israël, terme apparu en Allemagne au XIXe siècle, peur du juif assimilé. Autre personne, antisémitisme. Idéologie de haine contre les Juifs qui cherchent leur extinction et par extension, de nos jours, qui leur refusent le droit à l'existence d'un État qui leur est propre. Ensuite, antisémitisme, la condamnation de l'autre par préjugé, par méconnaissance de l'autre, et par manque de confiance en soi. Et en avant-dernier, je définis l'antisémitisme comme une idéologie selon laquelle les Juifs seraient des gens néfastes à la société à cause de leur système de croyance. Cette pensée justifierait de prendre des mesures pour protéger la population. Quel est le rapprochement avec notre sujet, Lionel Groulx? Parce qu'on a des questions sur Lionel Groulx. Est-ce qu'il était antisémite? Et d'ailleurs, surtout depuis Mason Wade, lors de la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus davantage depuis le deuxième référendum, là, on le taxait d'antisémitisme. Voilà. Alors, en dernier, voici une des personnes. L'antisémitisme est une tendance idéologique exprimant une aversion et un rejet des Juifs. Ce discours s'affirme dans la première moitié du XIXe siècle, reprenant et transformant des attaques héritées de l'antijudaïsme médiéval, chrétien-musulman, faisant passer la dimension religieuse au second plan en privilégiant un discours relatif au champ politique et économique, voire au registre pseudo-scientifique de la raciologie. Les Juifs y sont décrits comme une communauté malfaisante, appelant au moins implicitement à les isoler, voire à leur nuire. Or, cette question, il faut encore se mettre dans le contexte. Et ça importe énormément.
et je vous invite à lire, il y a 2 tomes publiés, le journal du jeune Lionel Groulx, dont le dominicain médiéviste Benoît Lacroix, qui avait connu personnellement Lionel Groulx, avec qui je me rencontrais au monastère Saint-Albert-le-Grand de son vivant, tout comme Georges-Henri Lévesque, qui était là aussi. Chez les protestants, il peut avoir cette pensée que les catholiques ne connaissent pas la Bible, ne lisent pas la Bible, l'ignorent complètement. En tout cas, ce n'était pas vrai de Lionel Groulx. Il lisait couramment la Bible. Il cite constamment, jusqu'à la fin de ses jours, la Bible, des citations, des versets. Qui plus est, quand je parlais de ses études en théologie et en philosophie, c'est quelqu'un qui connaissait très bien ce qu'on appelle les pères de l'Église, les fondateurs de la théologie chrétienne, de l'Antiquité. Il les connaissait très bien, d'ailleurs, il avait étudié aussi bien le grec ancien que l'hébreu. Ça faisait partie intégrante de son cursus. Quand il est tout jeune, en lisant la Bible, en faisant des comparaisons avec le Canada français, il commençait à comparer les Canadiens français aux Hébreux de la Bible. Les Canadiens français sont le peuple de Dieu. Ce sont les élus. C'est Dieu qui les a choisis. Les Canadiens français, la preuve qu'ils sont le peuple de Dieu, qui sont élus, qui sont d'origine divine, c'est qu'ils sont le peuple missionnaire. À un point tel que et ça c'était dans son journal, qui gardait en tant qu'adolescent et jeune adulte, il y avait une famille qui avait donné beaucoup, c'était commun à l'époque au Canada français, de grandes familles, il fallait au moins avoir un frère qui allait devenir prêtre, il fallait l'avoir, il fallait avoir au moins une fille qui allait devenir sœur. Or, qu'est-ce qu'il dit dans son journal? Il compare une famille à des Lévites. Les Lévites, c'est dans les Écritures hébraïques, c'est la branche, c'est la tribu des prêtres qui, eux seuls, pouvaient servir Dieu dans le temple. Or, c'est fascinant quand il fait cette analogie. Pourquoi je le mentionne? Donc, sa perception. Pour lui, les Juifs, ce sont l'archétype, comme dirait Carl Jung, qui d'ailleurs a fait son premier diplôme en théologie. Carl Jung parlait des archétypes. Eh bien, pour lui, les Juifs, c'est un paradigme. C'est l'archétype du peuple de Dieu. Maintenant, quand on parle des religions nord-américaines, que ce soit les Mormons, l'Église du Seigneur Jésus-Christ des derniers jours, que ce soit les Adventistes du 7e jour, mais beaucoup, il y a cette idée qu'ici, la Nouvelle-France, c'était la Nouvelle Jérusalem. Et le Canada français, c'est la terre promise. Donc il faisait l'analogie. Il les comparait. Mais ça, c'est grave. Pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que si vous lisiez l'épître aux Romains, qu'on attribue, qu'on appelle un épître paulinien, que dit l'auteur dans l'épître aux Romains? C'est que les Juifs sont remplacés par les chrétiens, de sorte que les chrétiens sont les vrais Juifs, les Juifs spirituels, alors que les Juifs ne le sont plus. C'est ce qu'on appelle le supersessionnisme. Ils ont succédé aux Juifs. Lionel Groulx était antisémite. Il était antisémite parce qu'il était supersessionniste. Il croyait dur comme le fer que les chrétiens, et en particulier les Canadiens français,
avaient remplacé les Juifs et que c'était eux qui étaient le peuple de Dieu, qui étaient les Juifs spirituels. Et là, il était complètement dans le courant de l'antisémitisme traditionnel, parce que jusqu'au Vatican II, qu'il a déploré en passant, il a dénoncé Vatican II, parce qu'il a vécu, il a vu, il dénonçait, pour répondre à votre question, il dénonçait un dialogue entre les autres religions, il dénonçait l'écuménisme, le dialogue entre les chrétiens, parce que les catholiques ont la vérité. Il était l'enfant. Ah oui, parce que sa mentalité était celle du Vatican I. Donc, jusqu'au Vatican II, quand on a changé la liturgie du Vendredi Saint, saviez-vous ce qu'on disait au Vendredi Saint? Priez pour la conversion des Juifs. Et l'imprécation contre les Juifs parce qu'ils avaient crucifié le Christ. Ça, c'était la mentalité catholique. L'imprécation envers les Juifs qui ont, entre guillemets, tué Dieu. Donc, il faut bien situer Lionel Groulx dans cette veine, dans cet esprit, dans cette mentalité. C'était bel et bien la sienne. Lionel Groulx étant tellement associé au nationalisme et par la suite se disant antisémite, on ne pouvait pas faire autrement que de le considérer, que d'associer le nationalisme au nazisme. Mais est-ce que tout nationalisme est mauvais en soi? Mais qu'est-ce que c'est le zionisme? C'est le nationalisme juif. Est-ce que c'est mauvais en soi? Je regrette, mais il existe des nationalismes valables. Mais de là aller jusqu'aux nazis, c'est autre chose. Donc il faut faire la part des choses quand on parle des nationalismes. Et quand on parle de l'État d'Israël, l'État hébreu moderne, gardez en tête que ce n'est une réalité que vers la fin de sa vie. Il ne savait pas comment... Et pendant toute son existence, la Palestine était son point de repère. La Terre sainte était sous l'égide de l'Empire britannique, tout comme le Canada français. Donc, et je tiens à souligner, on n'a pas besoin on n'avait pas besoin de l'État moderne d'Israël pour être antisémite. On est antisémite dans le courant du christianisme depuis l'époque médiévale. Alors, si vous lisez les pogroms qui existaient à l'époque médiévale, il y en avait. On n'avait pas besoin d'un État moderne d'Israël pour être antisémite, et on n'avait pas besoin d'être fasciste ou nazi pour être antisémite. Et encore, faut-il voir la gamme, la panoplie de l'antisémitisme. Au Moyen-Âge, en Allemagne, il y avait déjà des corps qui obligeaient les Juifs d'avoir des corps sous la poitrine. Déjà à cette époque-là. Oui. Pourquoi? Parce que dans l'optique médiévale, et en fait, toujours pendant la réforme protestante, je vous donne un excellent exemple. Vous avez entendu parler d'Ulrich Zwingli, fondateur, il était de la réforme, non pas luthérienne, mais il est allé plus loin que Luther. Que faisait Zwingli quand il était chef à Zurich? Parce qu'il y avait des ménonites, des gens qui appartenaient, les anabaptistes, donc qui faisaient partie de la réforme radicale, comme on l'appelle en histoire de l'Église. Et ces gens-là croyaient qu'il ne faut pas baptiser les enfants, il faut les baptiser uniquement quand ils sont adultes. Et si eux persistaient, qu'ils n'acceptaient pas le baptême d'enfants, que faisait Zwingli? Il les faisait noyer. À Zurich, vous voulez le baptême d'adultes? On va vous baptiser. La persécution entre les chrétiens protestants, luthériens ou réformés ou radicaux. Alors, pourquoi? Parce que dans leur mentalité, la société est un tout. Et il faut
faire partie intégrante de cette société et c'est par la religion qu'on fait partie, par le baptême, de cette communauté. Autre chose, quand on parle des nazis, du fascisme et de Lee Nael-Gru. Lee Nael-Gru, quel était son point de repère? Ce n'était pas l'État, c'était l'Église. Toute l'approche étatique lui était étrangère parce qu'il prenait l'Église comme une communion, une communauté spirituelle, d'où le titre de la revue. L'Amérique française, il s'agit des liens spirituels, une communion religieuse. Et c'est la raison qu'il a rejeté l'indépendance du Québec. Il dit non, tous les Canadiens français, moi je ne me limite pas aux frontières de la province du Québec. On a des frères et des sœurs spirituels au Manitoba. D'ailleurs, il se rendait ponctuellement à Saint-Boniface pour donner des conférences. Il se rendait en Acadie. Pour lui, le Canada français, l'axe du Canada français, c'était ici au Québec. Mais ça englobait tous les autres. Et voilà une des raisons qu'il y avait une séparation nette et claire entre lui et les nationalistes, les séparatistes, les souverainistes modernes. Parce qu'eux, ils faisaient fi des Canadiens français hors Québec. Ils ne pouvaient pas. C'était renier la famille spirituelle. Pour lui, c'était des liens mystiques qui liaient les gens ensemble dans une communauté. Et c'est la raison, d'ailleurs, qu'il étudiait énormément les mystiques, spécifiquement les mystiques français. Il vouait un culte à Sainte-Thérèse de Lisieux. Oh, on a dépassé le temps, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il reste, vu qu'on a commencé 10 minutes plus tard, on peut encore y aller pour 6 minutes. D'accord. Et il y avait tant d'autres choses que les participantes ont écrit que j'aimerais bien, mais profitons des moments. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Qui aimerait en poser? Oui. Il me permet de faire un parallèle qui est peut-être un peu audacieux parce que c'est des contextes très différents. Mais il y a eu dans certains contextes européens, comme en Espagne, par exemple dans la deuxième moitié du XXe siècle, disons, une forme d'alliance, de rapprochement entre un État fort, autoritaire, le franquisme, et le clergé, dans une certaine mesure. Au Portugal également, avec Salazar. Absolument. Et c'est vrai que l'Espagne contemporaine s'est un peu construite dans la déconstruction justement de ce modèle-là, dans une forme d'affranchissement, y compris par rapport à ce que représentait l'Église. Est-ce que vous voyez dans le parcours ou dans l'évolution personnelle idéologique de Lee Nael-Gru des choses qui pourraient attribuer une dimension autoritaire à l'État? Je ne dis pas fasciste. Le franquisme n'était pas un fascisme de stricto sensu. Mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient aller dans le sens de cette sensibilité, selon vous? Au contraire. Pour lui, l'État est la concurrence à l'Église. Et quand on parle de Jacques Maritain, comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans cet esprit philosophique de Jacques Maritain, il lisait d'ailleurs Étienne Gilson, grand médiéviste, on parle de l'hiérarchie des valeurs. La première valeur, elle est spirituelle. Du moment que l'État a une mainmise sur l'Église, elle vient miner. Donc, pour lui, l'État était l'ennemi. Et c'est ça la grande différence. D'ailleurs, il critiquait fortement Maurice Duplessis, qui était le Premier ministre pendant bien des années. Et lors de son décès, on estime que c'est les débuts de la Révolution tranquille. Donc pour lui, l'État était en concurrence. Et gardons en tête, jusqu'à la Révolution tranquille des années 1960, qui assure les soins médicaux dans les hôpitaux? Ce sont les sœurs. Le musée des Hospitalières, je vous encourage d'aller dans ce musée-là. Qui assurait l'enseignement? C'était des frères et des sœurs. Qui assurait le travail social? C'était encore le clergé. Donc, il ne voulait pas que l'État remplace l'Église. Il voulait que le tissu même de la société soit l'Église et non pas l'État. Madame. Et donc, est-ce qu'il aspirait
à une forme de théocratie pour le Canada français? Il voulait toujours que le spirituel, la primauté du spirituel, c'était un leitmotiv, tout comme ça l'était d'ailleurs chez Jacques Maritain, la primauté du spirituel. Théocratie, c'est beaucoup dire. D'abord, c'est un intellectuel. Et je tiens à rappeler, jusqu'à Lionel Groulx, croyez-le ou non, il n'y a pas un professeur d'histoire du Canada jusqu'à Lionel Groulx. Il est le premier professeur d'histoire du Canada à l'Université de Montréal. Et il a fait un doctorat en histoire alors qu'il avait 50 quelques années. Et il a publié sa thèse en 2 tomes, l'histoire de l'enseignement français au Canada. Ça a eu un tel impact que la Sorbonne l'a invité pour faire une série de conférences sur l'histoire de l'enseignement français du Canada. Pourquoi est-ce qu'il avait fait cela? Parce qu'il voyait très bien que le gouvernement fédéral grugeait dans le fait français, grugeait dans l'enseignement du français, grugeait que les francophones étaient minés par l'État fédéral. Et dans la mesure qu'il veut que le Québec, le Canada français s'épanouisse, c'est pour assurer sa survie. Il voyait que la survie, et d'ailleurs, quelle est l'expression qu'on emploie, que ce soit Louis-Adolphe Paquette, qu'on appelait le théologien national, lui qui était à l'Université Laval, Lionel Groulx est devenu l'historien national, mais tout comme Louis-Adolphe Paquette, basé sur la théologie. Alors, ces questions-là, il est un intellectuel et il reconnaît les sources du savoir dépassent de loin l'idée d'une théocratie. Non, ce n'était pas dans son esprit. Mais il voulait la primauté du spirituel et voilà sa critique de la Révolution tranquille. Vous allez vous verser complètement dans la société de la consommation, mais qu'est-ce qui vous, au point de vue de legs spirituel, au point de vue de patrimoine spirituel, qu'est-ce qui va vous rester? Allez-vous devenir comme les Américains? Et il employait rarement des expressions en anglais. C'était vraiment un maître de la langue française. Mais il y avait une expression, d'ailleurs dans ce livre, Le chemin de l'avenir vers la fin de sa vie. Allez-vous céder au almighty dollar, le dollar tout-puissant. C'est donc pour lui, pour faire référence aux écritures hébraïques, quand il y a eu chez Ésaü, il y avait 2 frères jumeaux, Jacob et Ésaü. Pourquoi est-ce que Ésaü a perdu son patrimoine? Il a vendu pour un potage. Il dit, vous risquez de faire comme Ésaü, vous allez vendre votre patrimoine spirituel pour vous satisfaire vos désirs immédiats. Par rapport à ce que vous dites que ça a été un des premiers historiens de l'histoire du Canada français, aujourd'hui, que pensent les historiens contemporains de sa vision de l'histoire du Canada français, de la façon dont il l'a construite, écrite, et de son analyse finalement? Est-ce que ça reste d'actualité ou est-ce que sa vision de l'histoire est enseignée et contestée? Mais c'est révolu, c'est révolu. Cette école d'historiographie est révolue. Ceci dit, on fera bien de regarder l'impact de l'école des annales, l'école historiographique. D'ailleurs, avec Henri Pirenne ou encore Lefebvre. Donc, Groulx est très conscient de cette nouvelle école d'historiographie, ce qui explique son acharnement à fouiller dans les archives, aussi bien à Paris qu'à Londres, à Ottawa, à Québec et même à Saint-Boniface. En passant, il disait les archives à Paris, c'est la pagaille. Je préfère de loin les archives à Londres. Je vous remercie tout le monde d'avoir assisté au premier midi-conférence de 2024. Il y en aura d'autres. Donc, suivez notre page Facebook de la ECSSR si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens à remercier encore une fois le professeur Cornette de sa générosité pour avoir ouvert le bal cette année. Merci à vous tous.